Voici donc une vidéo qui remplace le cours pour travailler en autonomie, l'axe 1, les grandes révolutions techniques de l'information. Alors l'information, on sait que les humains ont toujours transmis et que ça remonte loin dans le temps, depuis au moins le néolithique. C'était surtout du langage, même s'il n'a pas laissé de traces. Mais grâce aux recherches archéologiques, on sait que les grandes formes des moyens de communication ont émergé pendant le néolithique. On a retrouvé du support matériel avec des images figuratives, des signes gravés ou peints sur les parois des grottes. Et ça débouchera plusieurs millénaires plus tard sur l'invention de l'écriture, qui a été un tournant capital pour l'information. Les premiers textes sont des textes comptables qu'on a retrouvés en Mésopotamie en moins 3500. Pendant longtemps, c'est-à-dire durant l'Antiquité gréco-romaine, le Moyen-Âge et l'époque moderne, l'information structure la société et elle a été longtemps orale, très populaire et nourrie par souvent le personnage du colporteur qui allait de village en village pour vendre des objets aux habitants loin des villes et il colportait de l'information. Ça veut dire que l'information a longtemps circulé à la vitesse de l'humain. Pour ce qui était de l'information écrite, les édits royaux, les bulles papales, les contrats, c'était le monopole des puissants. Le savoir, l'écriture, la lecture, c'était du coup pour les gens bien nés, comme on disait. À l'époque contemporaine, c'est-à-dire la nôtre, on a assisté à la réduction de la place de l'oral et une accélération et une abondance de l'information. On se demandera donc comment les progrès techniques ont-ils renforcé depuis le 19e siècle la place de l'information dans notre quotidien et ont permis sa démocratisation. Première partie, l'information imprimée vers une démocratisation de l'information. Donc on va étudier la révolution de l'imprimé. Là, cette sous-partie, c'est un rappel de la classe de seconde. 1450, c'est donc Gutenberg qui perfectionne l'imprimerie moderne. Cela va permettre de réduire le temps de fabrication, de production du livre, de baisser son prix et de le rendre donc plus accessible, même si cela reste pour une élite. Vous pouvez aller étudier les documents pages 272 et 270, les documents 1. Je vous conseille aussi d'aller voir cette petite vidéo récapitulative. Le succès est immédiat puisque vous avez ici plusieurs graphiques sur la production européenne de livres entre le 15e et le 17e siècle. L'information, quant à elle, elle attendra le 16e, 17e siècle avec la naissance de l'information périodique, avec les premiers journaux. Le premier journal français, c'est le Mercure français en 1611, mais plus connu encore, c'est en 1631, la Gazette de France, fondée par Théophraste Renaudot. C'est le premier journal français à visée informative qui a été publié avec l'accord du pouvoir politique, notamment du cardinal Richelieu, et celui-ci est édité en français pour pouvoir toucher un plus grand nombre de personnes. Vous remarquez qu'il n'y a pas de une, il n'y a pas de marge, on essaie de rentabiliser au maximum l'espace. La particularité, c'est que ce n'est pas du journalisme tel qu'on l'entend aujourd'hui. Ce sont seulement des nouvelles qui sont transmises, c'est donc du factuel, des faits. Il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas d'analyse qui sont faites par rapport à ces faits, il n'y a pas de prise de position. Ça a permis de vulgariser, c'est-à-dire apporter à un plus grand nombre des savoirs, mais surtout de l'information. L'information va donc circuler beaucoup plus vite. Un tournant majeur pour l'information écrite. Tout d'abord, ce sont des révolutions technologiques et une évolution sociale en général qui est à l'origine d'une révolution de l'information. Il va y avoir de nouvelles sources d'énergie comme la force de l'eau, mais aussi le charbon, qui vont être utilisés pour révolutionner certains domaines, comme dans les transports. C'est la première industrialisation au XVIIIe siècle et ça va développer le chemin de fer, le train, qui va permettre une diffusion plus rapide des journaux de l'endroit où ils sont édités aux lecteurs. Et puis, on a aussi les bateaux à vapeur qu'on appelle les steamers qui permettent aussi cette circulation de l'information. La seconde source d'énergie, c'est la création de l'électricité, notamment par le charbon ou hydraulique, qui est aussi une énergie de la révolution industrielle, qui va permettre aux télécommunications par câble télégraphique d'apparaître
Donc en 1890, c'est l'invention du télégraphe électrique, du téléphone, par des câbles télégraphiques sous-marins qui sont les ancêtres de nos câbles d'Internet, qui permettent aux journalistes d'accéder rapidement à l'information. C'est l'apparition de deux machines principales qui vont être au cœur de cette révolution, notamment la presse rotative, dont vous avez une illustration, qui est créée en 1865, qui permet d'imprimer en continu avec des papiers en rouleau, une impression en noir et blanc ou en couleur, avec des machines de plus en plus complexes. Ainsi, en 1914, on peut imprimer 50 000 journaux de 12 pages par jour. C'est donc une mécanisation qui fait passer la fabrication du journal du stade d'artisanal avec la presse manuelle au stade d'industrie. Et si on le produit plus vite, le coût baisse, ainsi ça permet une démocratisation et un produit de consommation courante. La deuxième innovation, c'est ce qu'on appelle le linotype. Le linotype, vous avez une petite vidéo qui vous explique comment cela fonctionne. Ces deux inventions sont aussi le fruit de l'utilisation de l'électricité. Cet essor de la presse, il est donc tout d'abord matériel grâce aux rotatives et aux linotypes, mais il est aussi encouragé par des acteurs politiques et une volonté sociale. L'État joue un grand rôle puisqu'en juillet 1881, l'État publie une loi qui reste aujourd'hui fondamentale en France, c'est la liberté de la presse. La liberté de la presse affirme à l'article 1 « L'imprimerie et la librairie sont libres ». Ça veut dire qu'il n'y aura plus de censure de la part du gouvernement pour ce qui est imprimé ou ce qui est vendu, ce qu'il faut comprendre par librairie. Deuxième grand progrès social mais encouragé par l'État, c'est l'alphabétisation des Français, puisque nous nous rendons compte à ce moment-là de l'histoire que nos voisins sont bien plus alphabétisés que nous. L'Empire allemand est alphabétisé à 88%. C'est donc en 1881-82 que sont promulguées les lois Ferry. La scolarisation devient gratuite, laïque et obligatoire entre 6 et 13 ans. Cela entraîne une alphabétisation rapide et massive des Français, puisque en 1914, 95% des Français sait lire. Cela entraîne donc un élargissement du lectorat, mais surtout aussi la nécessité de diversifier la presse pour répondre aux besoins et aux envies de lecture du peuple français. C'est donc une opinion publique qui se constitue, car lire la presse devient une pratique quotidienne. Alors, il y a différents types de journaux. Nous avons par exemple la presse d'information, comme le Petit Parisien, qualifiée de petite presse. C'est une information brève, où on ne développe pas, qui est souvent dramatisée. Elle est très illustrée. Vous voyez la une où il y a juste une phrase avec une image très parlante et très dramatique de cette femme qui se fait écraser. Et on a une presse qui est éditée en très grand nombre et qui permet de le vendre à très bon marché grâce aux progrès techniques évoqués précédemment. Donc, c'est une presse qui doit toucher un très large public, plutôt les populations les moins instruites, celles dont le rapport à l'écrit est possible mais reste difficile. Donc vous avez par exemple le Petit Parisien. Il y a une deuxième presse qu'on appelle la presse d'opinion, surnommée aussi la grande presse, qui cette fois-ci est une presse très engagée politiquement, qui est pour un public beaucoup plus instruit, où il y a moins d'images, et ce sont des articles qui sont engagés, qui ont une analyse politique, qui défend des points de vue. C'est une presse qui, contrairement à la presse d'information, ne va pas suivre l'opinion publique, mais c'est l'opinion publique qui adhère aux idées de ce journal et qui décide d'acheter ce journal. Par exemple, l'Humanité, fondée par Jaurès, aussi La Croix, qui est un journal quotidien catholique, ou encore L'Aurore, fondée par Georges Clemenceau. Se développe aussi une presse quotidienne, locale, provinciale. Ce sont des bureaux rédactionnels qui sont un peu partout en France et qui vont véhiculer l'information, mais à une échelle plus proche des populations. C'est une presse entre la presse d'information et la presse d'opinion. Par exemple, le Nouvelliste de Lyon, l'Express du Midi, la Dépêche de Lille. Ainsi,
Entre 1880 et la veille de la Première Guerre mondiale, c'est ce qu'on appelle l'âge d'or de la presse. Les Français, en 1914, sont les plus grands lecteurs de presse du monde. La presse devient donc un média de masse et le premier informateur politique. Je terminerai par une citation d'Alexis de Tocqueville qui, en 1835, a dit « Il n'y a qu'un journal qui puisse déposer au même moment, dans 1000 esprits, la même pensée ». Dernière idée pour ce grand 1 sur la presse, c'est cette évolution de la presse à la fin des guerres. D'abord l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire entre 18 et 39. Il faut savoir que la guerre a discrédité la presse, puisque elle a été, pendant celle-ci, censurée. Il y avait des contre-vérités publiées. On a même parlé de bourrage de crâne. Et puis, dans l'entre-deux-guerres est apparu un concurrent non des moindres, qui est la radio, que nous allons étudier dans le grand 2. Il y a donc une nécessité pour la presse de se moderniser. C'est l'apparition, par exemple, de la photographie, de l'impression en couleur, mais aussi de nouvelles rubriques pour toucher un lectorat plus large, notamment de la bande dessinée pour les enfants, mais c'est aussi des rubriques pour les femmes, comme des conseils ménagers ou des recettes de cuisine. C'est aussi l'apparition de nouveaux formats qui ne sont pas dans l'information immédiate, mais qu'on appelle des magazines, comme en 1949, vous avez la une du premier Paris Match, qui va utiliser des reportages et plus encore des photoreportages pour illustrer des grands dossiers. À la fin de la Première Guerre mondiale, les journalistes décident d'asseoir leur légitimité. Ils vont créer en 1918 le premier syndicat national des journalistes et en 1924 ouvrir leur première école de journalisme à Lille. Pour conclure ce grand 1, vous avez la chronologie récapitulative, page 272. La presse est donc un média très puissant, considéré, même si elle est en crise aujourd'hui, encore comme le 4e pouvoir après le législatif, l'exécutif et le judiciaire, puisque cette presse a fait tomber des régimes politiques, a révélé des affaires politico-financières. Cette presse va subir cependant une baisse de lectorat tout au long du XXe siècle, qui va nécessiter de certaines formes d'adaptation que nous verrons dans le grand 3. Dans une seconde partie, intéressons-nous au XXe siècle quand l'information devient instantanée. C'est effectivement l'émergence de la radio et de la télévision qui vont modifier en profondeur la culture informationnelle, qui vont modifier aussi la temporalité de l'information puisqu'elle va devenir instantanée, auditive et visuelle et donc quotidienne. Tout d'abord, c'est donc la révolution du son avec la radio, qui, comme beaucoup d'inventions, est utilisée à des fins militaires pendant la Première Guerre mondiale, mais qui se démocratisera dans les années 30. Vous pouvez observer une augmentation de l'équipement des foyers français, passant de 5% de la population dans les années 30 à déjà 60% à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Ces radios sont des monopoles d'État, elles ne sont pas privées, comme c'est le cas aux États-Unis. Ça permet donc une multiplication croissante et massive de l'information. On peut noter par exemple en 1927 l'apparition de Radio Journal France. C'est donc une information vivante, immédiate, qui permet à toute la famille de se réunir autour de ce nouvel objet qu'est le poste de radio. Par exemple, en juillet 1932, les Français ont pu suivre en direct un événement qui est très populaire, le Tour de France et le passage des coureurs au sommet du col de l'Aubisque. Mais c'est aussi de grands événements historiques que les Français peuvent suivre en direct, comme le discours d'Hitler en mars 1938 après l'Anschluss. Cela fait donc de la radio le premier instrument d'information instantanée. C'est donc dans les années 50 qu'on note une grande partie de la population qui possède un poste de radio et donc une démocratisation avec l'importance du direct qui devient fondamental pour les Français parce que la presse est toujours éditée le lendemain des événements. C'est par exemple Europe 1 qui suscite l'engouement de ses auditeurs avec une omniprésence du direct et l'utilisation de ce qu'ils appellent le flash info qui est diffusé en urgence et qui coupe toute émission quand il y a une information importante à transmettre. C'est aussi dans les années 50 l'invention du transistor qui permet de miniaturiser le poste de radio. Vous voyez ces affiches de publicitaires de la marque Philips qui montrent que la radio devient nomade et permet aux Français de suivre leurs émissions
Intéressons-nous maintenant à la révolution de l'image qui va entraîner chez les Français une émotion, puisque c'est la première fois que des images vont permettre de vivre des événements. La première émission, bien que l'objet télévision ne soit pas encore démocratisé, c'est en 1935, avec la première émission officielle de télé française diffusée. C'est la comédienne Béatrice Bréty qui va prendre la parole pour la première fois en noir et blanc. Elle raconte sa dernière tournée en Italie et les premiers mots diffusés à la télévision française sont « Nous avons fait un beau voyage ». En 1949, c'est le début d'un rendez-vous quotidien de l'information avec les Français qui est devenu un véritable rituel, c'est le journal télévisé. L'objet télévision qui permet le média va se démocratiser au cours de la décennie 1960. En 1960, il n'y a que 13% des Français qui possèdent un poste de télévision. La télévision est alors un média qui se consomme à plusieurs. Ceux qui possèdent un poste de télévision invitent souvent la famille et les voisins dans leur salon pour suivre les émissions. Mais à la fin des années 60, on est à 70% des Français. Et le média va se consommer en famille. Cette télévision, comme la radio, ne sont pas libres, c'est-à-dire qu'elles n'appartiennent pas au domaine privé. C'est l'État qui finance, mais aussi surveille ces deux médias. L'État impose une taxe aux foyers possédant un poste de télévision. C'est la redevance télé. En 1967, l'État crée l'ORTF, l'Office de radiodiffusion de la télévision française. C'est une organisation publique qui surveille et contrôle les émissions télévisées et radio. Ce média que représente la télévision est très important pour la vie politique française. De Gaulle va comprendre très rapidement l'utilité de ce nouveau média qu'il surnomme l'étrange lucarne. Dès son arrivée au pouvoir en 1958, il va multiplier les conférences de presse télévisuelles et il va en faire le canal privilégié de sa communication présidentielle. Il est convaincu que la télévision exerce une influence grandissante auprès de l'opinion. La télévision n'est pas seulement que de l'information, c'est aussi de la distraction, du divertissement qui permet d'être un nouveau loisir pour les Français. En 1950, c'est la première émission destinée à la jeunesse, le Club du Jeudi, avec une succession de numéros de clowns, de funambules. En 1953, c'est la première grande émission de divertissement, 36 chandelles, diffusée en direct depuis les grandes scènes parisiennes, avec des émissions qui accueillent des artistes très connus de l'époque comme Fernandel, Luis Mariano, Annie Cordy, Yves Montand. En 1954, c'est une émission familiale qui perdurera jusqu'en 1976, La Piste aux étoiles, consacrée au cirque, qui est diffusée stratégiquement le mercredi soir, car le lendemain, les enfants n'ont pas école. Mais ce sont aussi des émissions de cuisine, comme Art et magie de la cuisine, et le premier jeu télévisé qui s'appelle Télématch, la même année en 1954. C'est donc un média familial qui au départ est collectif entre voisins, dans la famille, mais qui va s'individualiser au sein des foyers et qui va devenir un véritable média de masse grâce au support technologique du poste télévision. C'est donc dans les années 60 la première source d'information qui va devancer les autres médias. La télévision est aussi un moyen de faire éclater les frontières planétaires. C'est un formidable outil de mondialisation de l'information par un vaste système d'échange d'images. Les Français vont ainsi pouvoir suivre en direct en 1953 le couronnement d'Élisabeth II qui devient reine d'Angleterre et c'est la première fois qu'un événement télé dépasse en audience la radio. Mais c'est aussi les Jeux Olympiques à Grenoble, premier événement diffusé par satellite dans plusieurs pays en simultané. Enfin, en 1969, c'est 600 millions de personnes dans le monde qui ont les yeux rivés sur l'écran pour suivre les premiers pas de l'homme sur la Lune. La télévision devient donc un instrument de découverte du monde. Une évolution de la télévision, c'est dans les années 80 avec une information de l'instant et des nouvelles formes de direct, une information
événementialisée. CNN, première chaîne d'information en continu créée aux États-Unis, d'abord accueillie avec scepticisme, puis le succès est finalement au rendez-vous. Ce modèle commence à être imité dans le monde entier avec de nouvelles chaînes qui apparaissent. En France, en 1984, c'est LCI. Il faudra cependant attendre la généralisation de l'ADSL et la diffusion par TNT pour voir émerger une deuxième vague de chaînes d'information comme BFM Télé, iTélé qui devient CNews en 2017. En conclusion du 2, on peut donc dire que la radio annonce les nouvelles dans l'instant, la télévision les montre et son originalité, c'est d'ajouter au direct de la radio une émotion aux spectateurs par les images. Ça fait basculer le monde dans un besoin d'images pour comprendre et appréhender les événements, ce qui fait que la télé devient une source d'information essentielle et qui suscite un engouement des téléspectateurs. La presse, quant à elle, souffre de cette concurrence, mais continue d'exister parce qu'elle commente, analyse avec un certain recul sur les événements dû à son édition le lendemain. Il est important aussi de rappeler que la radio et la télé sont contrôlées par l'État, il y a une censure de l'État, il y a un ministre de l'information, alors que la presse, elle, est libre depuis 1881. Dans une troisième partie, intéressons-nous à la révolution numérique, une information mondialisée et individualisée. Internet n'est pas une évolution, mais bien une révolution. Ce n'est pas une simple innovation technologique. C'est une révolution de l'information et des modes de communication pour nos sociétés contemporaines. Internet est apparu dans les années 90 et c'est le média qui a la plus forte croissance de diffusion de l'histoire des médias et des communications. Commençons par expliquer un peu l'histoire d'Internet, la naissance et l'extension du réseau Internet. Le réseau informatique à l'échelle du monde est le résultat de développements technologiques successifs. Les deux fondateurs de l'ordinateur et du langage informatique sont d'abord Alan Turing, qui en 1936 pose les bases de l'informatique en élaborant l'algorithme. C'est aussi un héros de guerre, je vous invite à aller voir le film sorti en 2014. C'est aussi von Neumann qui en 1947 crée l'architecture de la machine de l'ordinateur qui n'a pas changé aujourd'hui avec l'unité de calcul, la mémoire de stockage, etc. On peut donc noter une évolution de l'outil qu'est l'ordinateur. En 1945, c'est le premier ordinateur aux États-Unis. Il fait 30 tonnes, il nécessite 18 000 lampes. Quand l'ordinateur était allumé, il privait d'électricité tout le quartier. Son objectif était de concevoir la bombe atomique, mais il n'a jamais finalement servi à cela. Dans les années 80, c'est l'apparition des micro-ordinateurs. L'ordinateur devient plus individuel grâce à une miniaturisation et à l'invention de la souris. Ces machines ne sont plus donc utilisées par des informaticiens, mais peuvent être utilisées par tout le monde. Au départ, c'est une utilisation dans le monde de l'entreprise avec les premiers Macintosh de la firme Apple. La révolution suivante, c'est en 2007 avec la création du premier smartphone, l'iPhone 1, par la firme Apple. C'est un téléphone multifonction qui est un ordinateur de poche. On va transformer l'usage du téléphone pour qu'il devienne un médium d'information. Ça devient rapidement un support d'information de masse à l'échelle mondiale. Il va se démocratiser et se généraliser dans les années 2010 avec notamment le réseau de la 4G qui permet d'accéder plus rapidement à l'Internet mobile. Aujourd'hui, on est sur une autre évolution que Dominique Boulier appelle l'être connecté, c'est-à-dire un couplage humain-machine avec des applications nombreuses qui accompagnent l'homme dans leur quotidien, notamment avec la domotique qui représente toutes les technologies présentes dans vos maisons, avec gérer le chauffage à distance, fermer les portes ou les volets à distance. À cet outil ordinateur va donc se coupler Internet qui devient le support des médias. Le contexte est particulier, nous sommes en pleine guerre froide
où les soviétiques ont énormément d'avance. Ils ont par exemple en 1957 envoyé le premier satellite dans l'espace et les Américains ont peur du blocage de leur communication. Ils vont donc développer un système de communication fiable qui est l'ancêtre d'Internet. En 1969, ils mettent au point un réseau expérimental qu'on appelle ARPANET. Je vous invite à aller voir comment cela fonctionne. C'est donc le département de la défense américaine qui décide de relier les grands centres universitaires de recherche à des installations militaires pour fluidifier les échanges sans risquer d'être coupé ou espionné. Je saute quelques étapes pour arriver en 1982 où ARPANET devient Internet. Dans les années 90, c'est donc une extension du réseau Internet et une démocratisation. En 1991, Internet s'ouvre au public avec des sociétés qui proposent des navigateurs comme Internet Explorer, Netscape ou des moteurs de recherche comme Yahoo ou Google qui permettent de faciliter la navigation car Internet est une énorme bibliothèque qui commence à s'organiser. Dans les années 2000, on observe une massification des usages. Internet devient un média d'information, de mutualisation qui bouleverse la nature de l'information. L'information devient mondiale, diversifiée, variée et avec le développement du smartphone, cela va le renforcer. Internet devient donc un métamédia, c'est-à-dire un média qui absorbe les autres. C'est autant un média à part entière qu'une plateforme qui va relayer des médias plus traditionnels. Les médias traditionnels qui sont donc obligés de s'adapter et de s'émanciper de leur support traditionnel. Dès 1995, on voit les premières versions numériques de la presse. Libération, Le Monde, Les Échos créent leur premier site d'information. En 2007, c'est la naissance des pure players. Les pure players sont des journaux uniquement diffusés sur Internet. En France, le premier site d'information uniquement numérique, c'est Rue 89. Aujourd'hui, on pourrait citer Mediapart. La radio et la télévision ont dû aussi se numériser. Des podcasts pour permettre la souplesse dans l'écoute en différé, mais aussi des web radios qui n'existent que sur Internet. Certains services sont créés pour regarder en décalé, le replay, les plateformes vidéo. Internet devient un endroit où s'informer devient collaboratif. Chacun peut produire une information et la diffuser instantanément dans le monde. Chaque individu peut consommer l'information quand il le souhaite, comme il le souhaite, mais chaque individu peut aussi produire, diffuser, relayer l'information. Cela est possible avec l'invention des réseaux sociaux dans les années 2000. En 2004, la naissance de Facebook. En 2006, la mise en réseau de Twitter, devenu aujourd'hui X. Internet est au cœur des enjeux géopolitiques et a un véritable ancrage, une véritable matérialité. 99% de notre trafic mondial de données passe donc par des câbles en fibre optique sous-marins. Pour faire un petit historique, le premier câble transatlantique date du 19e siècle puisque c'était le câble pour le télégraphe. Et on a utilisé ces câbles de télégraphique sous l'Atlantique entre l'Europe et l'Amérique pour câbler Internet. Vous avez pu voir sur le graphique précédent que cette croissance, elle a eu lieu surtout au milieu des années 2000 avec une pause en moyenne aujourd'hui de 100 000 km de câbles par an dans le monde. La France se distingue dans un savoir-faire avec la firme Orange Marine qui est employée par le monde entier pour déployer ses câbles et assurer la maintenance à travers le globe. Internet a donc un fort ancrage territorial et demande une énergie importante. Le stockage de vos données a lieu dans ce qu'on appelle des data centers, que vous pouvez voir en photo. Ce sont des serveurs très puissants qui stockent vos informations, comme vos mails, vos drives. Les conséquences de cet ancrage territorial, eh bien, cela nécessite pour les différents États une modernisation constante de leur réseau Internet. Au départ d'Internet, ce sont les États qui financent leurs câbles. Aujourd'hui, vous pouvez aller lire l'article de 2023 sur les GAFAM, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft,
qui aujourd'hui financent leurs propres câbles sous-marins pour mieux contrôler Internet. Deuxième conséquence, c'est donc une hiérarchisation des territoires. C'est en lien avec le thème sur les puissances, car là, nous basculons dans la géopolitique. Alors, la carte que vous avez est vieille, elle date de 2017 sur des informations de 2016, mais elle vous donne une tendance. On constate un dégradé de connexion en rapport avec la puissance. On voit donc une domination et une hiérarchisation des puissances à travers le réseau Internet. La dernière conséquence que j'évoquerai est la peur de l'espionnage ou de l'accident. L'article de février 2025 de France 24 accompagne l'organigramme ci-contre qui explique que les fibres optiques sous-marines sont soumises à de nombreux risques, les ancres de bateau, les séismes, les avalanches sous-marines ou encore les requins. Ces accidents peuvent entraîner des conséquences financières graves pour les pays, puisque nous sommes dans une économie mondialisée. Par exemple, en 2008, l'Égypte perd la moitié de son réseau pendant plusieurs jours suite à 2 câbles coupés et elle a été obligée de fermer ses marchés financiers. Elle a perdu plusieurs milliers d'euros. Ce sont aussi les cyberattaques, l'espionnage que nous développerons un peu plus tard. En conclusion de cet axe, vous avez un schéma conclusif, page 281. On peut résumer que depuis le 19e siècle, il y a donc des progrès techniques qui ont renforcé la place de l'information dans notre quotidien. Aujourd'hui, les médias coexistent et se complètent. Les médias traditionnels, c'est-à-dire la presse papier, la télé et la radio, résistent parce qu'ils s'adaptent aux nouveaux usages et aux nouveaux supports. Jamais dans l'histoire, l'information n'a circulé aussi rapidement à une si grande échelle et en si grande quantité. C'est donc un enjeu majeur des relations internationales, de la géopolitique. L'information est au cœur du soft power.